On va commencer la correction de la conf. J'espère que vous avez pas eu trop de difficultés. Vous êtes combien connectés là? Touk, touk, touk. 37. La majorité d'entre vous, j'imagine, a pu la faire. Vous n'hésitez pas à poser des questions. Je vais laisser le chat ouvert, mais si je vous entends pas, n'hésitez pas à ouvrir votre micro pour que ça puisse être interactif, c'est un peu le but. D'accord, vous avez un premier dossier progressif au sujet d'une jeune femme antillaise de 28 ans, tabagique, qui avait des lésions cutanées des membres inférieurs apparues depuis 10 jours, dont on vous donnait les images avec des arthralgies des chevilles. Elle n'avait pas voyagé, pas de diarrhée ni d'altération de l'état général ou de fièvre. Et donc sur les photos, vous voyez des lésions un peu violacées, manifestement enchâssées dans le derme. Et puis, on vous transmettait aussi une radio de thorax qui montrait, bon, c'est une radio qui n'est pas parfaitement inspirée, mais on va dire que c'était correct, qui montrait essentiellement des adénopathies hilaires bilatérales. Des lésions violacées de la face antérieure des jambes chez une personne jeune avec des adénopathies hilaires bilatérales. Vous évoquez une sarcoïdose avec un syndrome de Löfgren, en sachant qu'il s'y associe des arthralgies. Il peut y avoir aussi un peu de fièvre et parfois un peu d'altération de l'état général, mais ce n'était pas le cas ici. C'était surtout pour ne pas vous orienter vers une éventuelle tuberculose. Ça peut aussi donner un érythème noueux, mais en général pas d'arthralgie, et qui, voilà. Et la question était, quelles sont les anomalies visibles sur la radiographie thoracique? Donc les bonnes réponses étaient B et C. Il y avait une scoliose et des opacités pédiculaires bilatérales. La scoliose, effectivement, on voit qu'il y avait un rachis qui était irrégulier. Question 2, vous suspectez un érythème noueux, quels éléments sont en faveur du diagnostic? C'est pas prurigineux, les lésions prédominent à la phase d'extension des membres, typiquement des jambes. Et la biopsie des lésions permettra certainement le diagnostic. Non, parce que ça montre des lésions aspécifiques de dermohypodermite et en aucun cas ça met en évidence de granulomes. Donc on ne fait pas de biopsie, c'est un diagnostic clinique. Et le fait qu'il y ait des arthralgies, oui, c'était en faveur du diagnostic. Dans ce contexte typique, quel bilan réalisez-vous? C'est le bilan d'une sarcoïdose, donc il faut avoir un électrocardiogramme pour rechercher éventuellement un trouble de la conduction, une sérologie VIH et éventuellement une exploration fonctionnelle respiratoire, mais en sachant que dans les sarcoïdoses de stade 1, en général, les EFR sont normales, c'est plus pour avoir une référence ultérieure. Et donc, il n'y avait pas d'indication à faire une échoendoscopie bronchique avec des biopsies pour aborder les ganglions, ni d'indication à un bilan auto-humain. Le diagnostic de syndrome de Löfgren, c'est la seule forme de sarcoïdose pour laquelle il n'y a pas besoin de preuve histologique. D'accord, on envisagera éventuellement une preuve histologique si l'évolution clinique n'était pas favorable. Donc le CG, la sérologie VIH, c'était vraiment indispensable et l'exploration fonctionnelle respiratoire, ça peut éventuellement être discutable. Donc poser le diagnostic de Löfgren. Donc les éléments qui vous orientaient, c'était la sarcoïdose de stade 1 radiologique. Alors en sachant que c'est vraiment un stade 1 radiologique, c'est-à-dire que si on fait un scanner, on peut trouver quelques micronodules, des choses comme ça. La description radiologique de la sarcoïdose, c'était avant la généralisation de la réalisation des scanners. Donc on a des syndromes de Löfgren typiques avec parfois des petites anomalies dans le parenchyme pulmonaire. Ça ne remet pas vraiment en question le diagnostic. Voilà, c'est juste ce qu'il faut savoir. L'érythème noueux et l'âge de la patiente, oui, c'est les sarcoïdoses, c'est des patients jeunes, entre 20 et 40 ans, et éventuellement il y a un autre pic, notamment chez les femmes, au moment de la périménopause. L'origine de la patiente, non, parce que c'est pas nécessairement les sujets afro, d'origine africaine qui font le plus de Löfgren, c'est souvent des patients européens. Mais ça n'écartait pas non plus le diagnostic du fait qu'elles sont antillaises.
Quelles sont les propositions concernant le syndrome de Lofgren? Oui, il a un très bon pronostic, hein. C'est une rémission dans plus de 90% des cas. C'est la seule forme de sarcoïdose qui ne nécessite pas d'histologie, c'est vrai. Il faut quand même les surveiller. On les surveille pendant au moins 2 ans après l'apparition de la sarcoïdose. La sarcoïdose, voilà, même si elle guérit spontanément, on les surveille pendant au moins 2 ans pour être sûr qu'il n'y ait pas d'évolution. Et donc la surveillance, c'est essentiellement une surveillance clinique et radiologique. On fait une radio de thorax annuelle pendant 2 ans. Et puis s'ils ont guéri, et qu'ils sont considérés guéris sur un stade 1 ou un Lofgren comme ça, on peut arrêter la surveillance. Monsieur, Oui, par rapport à la question d'avant, si la patiente elle avait été européenne, du coup on aurait dû cocher la réponse E pour ouais, l'origine. ouais, c'est ça. C'est marqué dans le poli, hein, vous verrez, ça doit être noté en petit, mais que voilà, Lofgren, c'est plutôt chez les patients d'origine européenne. D'accord, merci. Euh, donc, pas de nécessité d'une prise en charge à 100% et on ne fait pas d'enquête familiale systématique. Concernant la sarcoïdose en général, c'est une affection systémique d'étiologie inconnue. Oui, elle ne touche que les organes intrathoraciques. Ben non, il y a des éteintes extrathoraciques qui sont d'ailleurs souvent problématiques. Euh, Dans les examens complémentaires qui n'ont pas été proposés, hein, on ferait aussi un examen ophtalmologique quand même pour rechercher les signes du VIT notamment. Donc parmi il y avait d'autres choses à faire éventuellement dans le cadre du bilan initial de la sarcoïdose et notamment rechercher donc une atteinte ophtalmo et faire au moins un dosage de créatininémie et un bilan phosphocalcique. Euh, il existe 5 stades radiographiques d'atteinte médiastino-pulmonaire. C'est vrai, ça va du stade 0 au stade 4. Au scanner, les micronodules pulmonaires sont de répartition hématogène. Non, ils sont de répartition lymphatique. Et le pronostic est favorable dans 80% des cas. Oui, c'est tout à fait le cas. Après, ça va dépendre justement du stade radiologique qui influence le pronostic de la maladie. Quelles sont les autres causes de granulome épithélioïde et gigantocellulaire? Tuberculose, certains médicaments, des réactions péritumorales d'un lymphome, un déficit immunitaire comme invariable, un lupus. Les 4 premières propositions étaient bonnes. Vous avez dans le poly une liste des pathologies qui peuvent donner des granulomes. Pas de questions sur ce premier DP. Pour le syndrome d'Irfort, le syndrome d'Irfort, uvéite, parotidite, il y a quand même une méningite lymphocytaire. Donc, si on a la triade et qu'il n'y a pas d'autres atteintes, on va avoir du mal à avoir une preuve histologique. On va pas on biopsie jamais les parotides parce qu'il y a trop de risques d'atteindre le nerf facial. Les atteintes ophtalmologiques, on ne fait pas de biopsie et on ne va pas biopsier les méninges. Donc par contre, on fera une PL. On éliminera les diagnostics alternatifs de méningite lymphocytaire. J'espère que ça répond à votre question, Marion. Pas d'autres questions, on passe au suivant. Donc, Monsieur K, 68 ans, est adressé en consultation par son médecin traitant pour une dyspnée d'effort. Il a une cardiopathie ischémique depuis 10 ans. Il avait fait un infarctus du myocarde pour lequel il a été ponté il y a 8 ans et il a une dysfonction cardiaque avec une FEVG à 40%. Il a travaillé dans la restauration. Vous évaluez son tabagisme à 35 paquets années, en sachant qu'il s'est sevré suite à son infarctus. Il trouve que sa dyspnée d'effort habituellement modérée s'est aggravée progressivement depuis 6 mois avec une toux sèche invalidante. Il n'a pas de douleur thoracique tant au repos qu'à l'effort. Et son traitement diurétique a été majoré sans modification de sa dyspnée. Il pèse 95 kg pour 1,75 m, donc il est un peu en surpoids au moins. Je n'ai pas calculé son IMC. Il a une pression artérielle correcte, un tout petit peu augmentée. La fréquence cardiaque à 85 par minute, la saturation à 94% en air ambiant. Il est apyrétique. Vous ne notez pas d'hypocratisme digital ni de pâleur conjonctivale, donc il n'y a pas d'anémie. L'auscultation cardio-pulmonaire note des crépitants secs des deux bases et des bruits du cœur réguliers. Pas de souffle, de très discrets œdèmes des chevilles habituels selon lui, associés à une dermitogue, donc ça doit plutôt être en rapport avec un peu d'insuffisance veineuse. Et il vous montre une radiographie thoracique sur laquelle on va sans doute revenir.
Donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette radio? On nous propose des stigmates de sternotomie, un épanchement pleural droit, une ascension de la coupole diaphragmatique droite, des opacicités interstitielles de siège sous-pleural, une déviation de la trachée. Alors, pardon, ça bug. Hop. Donc oui, on voit que la trachée est déviée vers la droite, là, vraiment de manière nette. On peut se demander s'il y a un petit élargissement du médiastin, mais c'est peut-être juste le médiastin qui est un peu dévié. Il y a effectivement des fils de sternotomie. Est-ce qu'il y a un épanchement pleural? On ne voit pas de ligne de damoiseau, on voit quand même le cul-de-sac pleural, donc on a plutôt l'impression qu'il y a un phénomène de rétraction au niveau du poumon droit qui pourrait expliquer la déviation du médiastin et l'ascension de la coupole droite qui est clairement ascensionnée. On a quand même un aspect de petit poumon assez bilatéral et effectivement, il y a des opacités interstitielles sous-pleurales. Donc, ce que vous pouvez noter d'emblée dans cette observation, c'est que bah, le patient il a une insuffisance cardiaque, il a le droit de crépiter un petit peu, mais on vous dit quand même que les crépitants sont secs. Il y a manifestement des signes de rétraction du parenchyme pulmonaire, ce qui est en faveur d'un processus fibrosant avec effectivement un syndrome interstitiel à la radio. On vous disait qu'il n'y avait pas d'hypocratisme digital parce que parfois, on peut avoir de l'hypocratisme digital dans les fibroses pulmonaires idiopathiques. Et puis, on vous a dit quand même que la majoration de son traitement diurétique n'avait pas amélioré ses symptômes, donc a priori, on n'est pas sur de l'insuffisance cardiaque. En tout cas, pas à l'évidence. À ce stade, quelles sont vos principales hypothèses diagnostiques? Donc, vous avez compris que ce qu'on évoque en premier lieu, c'est une pathologie interstitielle diffuse, même si on ne peut pas écarter formellement une part de dysfonction cardiaque gauche. En tout cas, il n'y a pas d'argument pour de l'asthme allergique, ni pour une tuberculose, ni pour un processus infectieux, en sachant que le patient il vous dit bien que sa dyspnée, elle s'aggrave depuis 6 mois, donc on n'est pas sur quelque chose d'aigu. Ça vous va? J'imagine que oui. Question 3, rang B, quels éléments allez repréciser ou rechercher afin d'étayer vos hypothèses diagnostiques, quoi, allez-vous? Donc, dès que vous suspectez une pathologie interstitielle, on fait effectivement une enquête sur les traitements que prend le patient. Parmi les traitements ici, chez un patient cardiopathe, il y a les statines qui sont pourvoyeuses de pathologies interstitielles, il y a les bêta-bloquants aussi. Euh, et ses activités professionnelles antérieures, donc on vous a dit qu'il travaillait dans la restauration, a priori il n'y a pas d'exposition particulière, mais il peut avoir fait d'autres choses. La prise de poids récente, ce serait pour de la surcharge. Une recrudescence nocturne de la dyspnée, ce serait aussi pour des arguments pour l'œdème pulmonaire avec de l'orthopnée. Et des douleurs articulaires d'horaire inflammatoire, bah, en fait, vous allez rechercher des manifestations extra-respiratoires qui puissent être rattachées à une pathologie interstitielle fibrosante. Donc voilà, ça peut être un syndrome de Raynaud, des arthralgies, des douleurs musculaires proximales, des lésions cutanées, etc., des troubles digestifs. Euh, tout type de symptômes extra-respiratoires que vous pourriez mettre dans une case, notamment d'une connectivité ou d'une vascularite. Ok, et puis l'exposition professionnelle, évidemment, c'est ce qu'on cherche en premier lieu, c'est une exposition à l'amiante en faveur d'une asbestose éventuelle. Voilà. Question 4, son traitement habituel, donc il prend un bêta-bloquant, de l'aspirine, un anti-agrégant plaquettaire, une statine, de l'ésoméprazole, un inhibiteur de l'enzyme de conversion, qui peut éventuellement le faire tousser, du chlorure de potassium, un peu de trinitrine en spray à la demande, du furosémide. Et il prend tout ça depuis plus de 2 ans. Vous ne retrouvez pas d'exposition professionnelle particulière. Son poids n'est pas modifié. Il n'a pas de recrudescence nocturne de sa dyspnée, en sachant qu'il a pris l'habitude de dormir quand même avec 2 oreillers depuis longtemps. On vous dit quand même qu'il a une petite dysfonction cardiaque, qu'il a un peu de diurétique au long cours. Il ne note que des douleurs des genoux quand il marche de manière prolongée ou en fin de journée, donc c'est plutôt des douleurs d'origine mécanique. Euh, Voilà. Donc parmi les propositions suivantes, quelles explorations allez-vous programmer en première intention? Les épreuves fonctionnelles respiratoires, évidemment, pour évaluer le retentissement fonctionnel de cette probable pathologie interstitielle. Une échographie cardiaque, bah oui, pour s'assurer qu'il n'y ait pas quand même de modification de son atteinte cardiaque, notamment une altération de sa fraction d'éjection, éventuellement une hypertension pulmonaire. Une coronarographie, bah non, elle n'est pas indiquée là, il n'y a pas d'histoire de douleur thoracique, donc ça dépendra un petit peu ensuite de l'évaluation cardiaque. Un scanner thoracique, évidemment, pour aller préciser la nature et l'aspect de l'atteinte interstitielle, et une scintigraphie pulmonaire de ventilation-perfusion. Ici, vous suspectez vraiment une embolie pulmonaire
Pas trop d'arguments pour, il n'y a pas de douleur thoracique, la dyspnée est d'aggravation progressive, donc non pas en première intention. Ok, donc il aura évidemment un ECG aussi. Question 5, le scanner thoracique confirme l'existence d'un syndrome interstitiel suggérant fortement, d'après votre radiologue spécialisé, l'existence d'une fibrose pulmonaire. Les résultats des EFR et du test de marche vous sont fournis. Donc les EFR, qu'est-ce qu'on regarde? Donc on nous donne les résultats de la plethysmographie, de la courbe des bivolumes et de la diffusion. Donc si on regarde en premier lieu la capacité pulmonaire totale, on voit qu'elle est à 46%, donc elle est très diminuée, qui est un syndrome restrictif à partir du moment où la CPT est inférieure à 80%. Pour évaluer la sévérité de ce syndrome restrictif, on va regarder la capacité vitale, donc soit la capacité vitale lente, qui est en général la capacité vitale maximale, soit la capacité vitale forcée. Vous voyez, elle est autour de 55-60%. Donc, il y a un retentissement fonctionnel significatif. Et si on s'intéresse à un processus interstitiel, on va regarder également la diffusion des gaz. Donc, vous regardez la DLCO corrigée à l'hémoglobine, elle est à 46%, et la DLCO corrigée et rapportée sur le volume alvéolaire, c'est le KCO qui est à 111%. Donc, il y a un trouble de la diffusion, mais qui est corrigé lorsqu'on rapporte au volume alvéolaire. Ce syndrome restrictif, euh, il est un peu inhomogène. Vous avez un VR qui est plus abaissé que la CV, probablement du fait de l'ascension de la coupole diaphragmatique. Et puis, on peut vérifier qu'il n'y a pas de syndrome obstructif chez ce patient qui a fumé. Donc, il y avait un rapport de Tifno qui était à 77%, un VEMS qui était aussi abaissé que la capacité vitale. Et donc, au test de marche, vous voyez quoi? Donc, ce qu'on regarde avant tout au test de marche, c'est la distance prédite. Vous voyez qu'il marche bien. Il a parcouru 390 mètres, ça représente 125%. Pardon, 486 mètres, ça représente 125% de la distance prédite, donc il marche bien. Il a un score de dyspnée qui passe de 0 à 2, un score de fatigue aussi de 0 à 2. Et vous voyez, bon, on a un signal de saturation qui n'est pas parfait, qui est un peu fluctuant, mais en gros, il part de 95% de saturation et vous voyez qu'il désature de manière significative entre 80 et 85% à la fin de l'effort. Donc, parmi les items suivants concernant l'interprétation de ces EFR, on avait un trouble ventilatoire restrictif et une désaturation en oxygène lors du test. Il y avait aussi un trouble de la diffusion. Euh, voilà, pour le reste, on a dit les choses. Donc, la désaturation est significative quand on a plus de 4% de baisse de la DLCO, de la saturation pardon, au cours du test, ou quand on a une saturation inférieure à 90% en fin d'exercice, de manière assez pragmatique. Question 6, vous avez finalement adressé le patient à son cardiologue pour une réévaluation spécialisée. L'échographie cardiaque a retrouvé une fraction d'éjection ventriculaire gauche jugée stable à 40% sans élévation des pressions de remplissage, pas de valvulopathie. Par contre, on note une hypertension pulmonaire à 65 mm de mercure sur l'évaluation de la pression artérielle pulmonaire systolique, sachant que la norme, c'est plutôt inférieur à 35 ou 40. Un dosage de NT-proBNP normal et un bilan immunologique que vous avez fait dans le cadre du bilan étiologique de sa pathologie interstitielle qui est négatif. Donc sur l'aspect radiologique, puisque c'est quand même ça le plus important, où vous allez retrouver du rayon de miel, des bronchectasies, éventuellement des réticulations, sans verre dépoli ou très peu, uniquement au niveau des lésions de fibrose, et puis des signes de rétraction, éventuellement de distorsion scissurale. Vous retenez un diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique. Voilà, et puis vous notez quand même qu'il y a une hypertension pulmonaire, alors qu'on vous dit au départ que le patient il a 95% de saturation en air ambiant, donc il a probablement pas d'hypoxémie au repos. On aurait bien aimé avoir un gaz du sang qu'on avait bien sûr fait, mais qu'on ne vous a pas donné. Mais qu'on vous dit qu'il n'y a pas d'hypoxémie sévère au gaz du sang artériel. Euh, et donc, dans ce contexte-là, vous devez rechercher une autre cause que la fibrose pulmonaire à la désaturation. Et donc, la première cause, ça va être de rechercher des désaturations nocturnes, en premier lieu d'origine apnéique. Et après, le patient, sur sa fibrose, il peut désaturer la nuit s'il hypoventile un peu, mais il va vraiment falloir écarter un certain nombre d'apnées du sommeil. Et donc, quels, quels sont les critères diagnostiques du syndrome d'apnée du sommeil? L'obésité, non. Le sexe masculin, non. La présence de ronflements sévères et quotidiens, oui. De multiples réveils nocturnes pour uriner, oui.
En fait, quand vous faites des apnées, il y a une désaturation et donc vous stimulez votre système adrénergique et donc ça augmente le débit cardiaque et la filtration glomérulaire. Donc du coup, il y a plus d'urine qui est sécrétée. Donc c'est pour ça qu'on se réveille pour uriner. Parce que sinon, c'est des micro-éveils nocturnes, hein. On ne se réveille pas nécessairement, c'est le sommeil qui est fractionné, mais sans réveil. Donc le fait de se réveiller pour uriner, c'est ce qu'on recherche, c'est la nicturie, donc c'est lié à ça. Une somnolence diurne excessive, bien sûr. D'accord. Le sexe masculin est prédominant et l'obésité est associée à un surrisque de SAS, mais ça ne fait pas partie des critères diagnostiques. Question 7. Vous avez prescrit aux patients une polygraphie ventilatoire qui confirme le diagnostic de syndrome d'apnée obstructif avec des désaturations, un index d'apnée-hypopnée à 35 par heure. Donc, quelles sont les mesures à mettre en œuvre dans ce contexte? Donc, il fallait évidemment renforcer les règles hygiéniques pour essayer de lui faire perdre du poids. Vous avez un syndrome d'apnée du sommeil qui est sévère avec un IH supérieur à 30. Donc, c'est une indication. Et en plus, qui est responsable d'une hypertension pulmonaire. Donc, l'indication à un appareillage par CPAP est claire. Et puis, vous allez faire une demande d'entente préalable pour qu'il ait une prise en charge à 100%. Le sevrage alcoolique complet, il n'est pas recommandé. D'accord? Il faut surtout éviter de trop boire d'alcool, de boire de l'alcool le soir. Sinon, il n'y a pas de recommandation. Réexpliquer comment on interprète la DLCO. Bah, en général, la DLCO, si vous avez un processus, si vous avez un syndrome restrictif, vous avez des volumes pulmonaires qui sont diminués. Donc, en gros, vous allez avoir une surface d'échange au niveau des alvéoles qui va être diminuée en lien avec cette restriction. C'est un peu le cas ici, c'est-à-dire que probablement que ce patient dont on ne vous a pas donné l'IMC, mais on voit qu'il a un volume de réserve expiratoire qui est abaissé. Il y a probablement une part de son syndrome restrictif qui est peut-être liée à son surpoids en plus de la fibrose. Et donc, quand on a une baisse des volumes pulmonaires, si on rapporte au volume alvéolaire, si ça se corrige, comme c'est le cas ici, on peut penser que ce soit juste le syndrome restrictif en lui seul qui est responsable de la baisse de la DLCO. Si vous avez un processus infiltratif en plus, en général, la DLCO corrigée au volume alvéolaire ne se corrige pas complètement. Bon, après, il y a des exceptions. Donc là, il a quand même une fibrose probable, et donc il a une fibrose. C'est quand même probable qu'une partie de sa DLCO, de la baisse de la DLCO, soit quand même liée au processus infiltratif pulmonaire. Peut-être qu'avant d'avoir sa fibrose, il avait un rapport DLCO sur VA qui était supérieur. Et peut-être que son volume alvéolaire il est sous-estimé aussi. C'est pour ça que son KCO finalement est normal. Si on vous fait une pneumonectomie, on vous enlève 50% de vos volumes pulmonaires globalement, vous allez avoir une DLCO à 50% et un KCO à 100%. Okay. Si on fait une pneumonectomie et que vous avez le poumon qu'on vous laisse, il est malade, vous allez avoir une DLCO plus basse de 50%, que ce soit à cause d'un emphysème ou d'une fibrose, et il se corrigera pas ou peu quand on le rapporte au volume alvéolaire. Dans quel cas on prescrirait une orthèse d'avancée mandibulaire? On prescrit une orthèse d'avancée mandibulaire le plus souvent quand il y a contre-indication ou un échec de la CPAP. Donc, c'est aussi pour le traitement d'un syndrome d'apnée du sommeil symptomatique. C'est en gros les syndromes d'apnée du sommeil, on les appareille s'ils sont sévères ou s'ils sont modérés, c'est-à-dire avec un IH entre 15 et 30, mais symptomatiques. D'accord? Et donc, il y a des patients qui ne supportent pas la CPAP et à qui, en alternative, on peut proposer une orthèse d'avancée mandibulaire. D'accord? Mais ça reste la CPAP pour vous, le traitement de première intention. Donc, on va voir le troisième DP. Je n'ai pas raté de questions, j'espère, à part la correction. Le problème, c'est quand on met la correction, après, personne ne se connecte.
posez pas de questions, etc., etc. C'est moins interactif. En tout cas, moi, je vous félicite d'avoir fait les DP. Si vous les avez fait, c'est important de s'entraîner. Euh, donc, vous êtes médecin aux urgences, on vous adresse via un centre de santé, un syndrome infectieux, un patient pour un syndrome infectieux des anomalies radiologiques. Donc, on est aussi sur un cas assez stéréotypé, c'est souvent le cas, hein. Donc, un patient jeune, originaire d'Afrique, qui vit en France depuis 2017, il est en situation régulière, il vit en foyer, il travaille dans le bâtiment, il est célibataire. Bon, là, déjà, on sait qu'on va partir sur une tuberculose, hein. Donc, il a peu fumé, il a un autisme chronique, il n'a pas de suivi médical, il a des vaccinations qui ne sont pas à jour, il n'a pas d'autre antécédent médical qu'un accès palus il y a 10 ans. Effectivement, il a de sensation de fièvre le soir, hein, fièvre vespérale dans la tuberculose, ça évolue depuis plusieurs semaines, il a une altération de l'état général, une asthénie, des sueurs nocturnes, il est dénutri, il a une dyspnée d'apparition récente, une toux grasse, des expectorations muqueuses, pas d'hémoptysie, pas de douleur thoracique. Aux urgences, il est tachycarde, normotendu, avec de la fièvre, une désaturation à 90%. Pas de signe de détresse. Puisqu'on vous a pas donné la fréquence respiratoire, mais donc elle est normale. L'examen pulmonaire, il note rien de particulier. La palpation abdominale, il n'y a pas d'hépatosplénomégalie, pas de signe d'insuffisance cardiaque droite. Une jolie radio de thorax. Et on vous demande d'interpréter. Donc, cette radio, elle montre quoi? Elle montre des opacités des deux sommets, d'accord, avec probablement peut-être des endroits où on a un doute sur une excavation par ici, par exemple. Je ne sais pas si vous voyez la flèche, mais euh, possiblement des ganglions au moins ilaire gauche, pas d'épanchement pleural, et il y a des micronodules diffus. Donc, il y a un syndrome interstitiel micronodulaire diffus, pas d'épanchement pleural, pas de cardiomégalie, et il y a quelques opacités alvéolaires, hein, mais probablement, mais c'est pas vraiment systématisé. En tout cas, on n'est pas sur la pneumonie franche lobaire aiguë. Donc les bonnes réponses étaient A et D. Tac, tac, tac. Donc on lui a fait faire un scanner thoracique. Je sais pas si c'était la première chose à faire, hein, ça nous soit dit. Donc le scanner thoracique confirme ce que vous avez vu à la radio, donc des micronodules diffus, et puis des opacités avec quelques réticulations des deux sommets, et puis un nodule, ça doit faire moins de 3 cm, on est sur un nodule troué, et puis d'autres opacités nodulaires trouées aussi. Les micronodules sur la radio, bah, je vous les montre, mais c'est tout ce petit piquetis que vous voyez partout. Là, il y a des petits micronodules. C'est pas du tout la radio qu'on avait tout à l'heure où il n'y avait pas de micronodules. Je vous remontre. Vous voyez, il n'y avait pas ce même aspect de micronodule, même sur cette radio avec un syndrome interstitiel. On va plutôt prendre la radio de la sarcoïdose. Vous voyez, il n'y avait pas ces micronodules. On voyait la trame vasculaire. On n'avait pas tous les micronodules qu'on voit sur l'autre, sur cette radio. D'accord? Donc ces micronodules, ils sont très diffus. Et donc la question qu'on se pose, c'est de savoir est-ce que c'est une miliaire tuberculeuse ou est-ce que c'est une dissémination bronchogène de la tuberculose. D'accord? Et donc ça, sur l'aspect radiologique, on pourrait faire un scanner avec des reconstructions de type MIP pour mieux voir l'aspect des micronodules, voir s'ils sont branchés. À ce moment-là, c'est plutôt bronchiolaire. Ou si au contraire, ils sont vraiment uniquement punctiformes.
en faveur d'une dissémination hématogène de la tuberculose, qui est possible quand même ici sur l'aspect des micronodules. D'accord? Donc la question qu'on vous pose, quelle est l'hypothèse diagnostique principale chez ce patient? Bah, évidemment, c'est une tuberculose pulmonaire, d'accord? Donc, c'est une question à réponse unique, hein, donc il n'y a même pas de doute. Et donc, non, c'était pas une PFLA, c'était pas une décompensation de BPCO, ça n'a pas la tête d'un œdème pulmonaire. Et une pneumoconiose, on voit pas trop pourquoi il aurait une pneumoconiose, d'accord? Il est jeune, même s'il a été exposé à des particules minérales, c'est probablement modéré. La présentation radiologique, notamment avec le nodule excavé, ça n'oriente pas vers son diagnostic. Vous suspectez une miliaire tuberculeuse et avez placé votre patient en isolement respiratoire de type R, d'accord? Ce patient-là, j'aurais pas nécessairement fait un scanner thoracique d'emblée, je me serais contenté de la radio, j'aurais isolé, j'aurais fait des béquets crachats et j'aurais fait le bilan sanguin, la sérologie VIH, etc. Et donc ça, on va y venir évidemment, ça va être les questions suivantes. Quels sont les examens complémentaires que vous allez demander en première intention chez ce patient? Un gaz du sang en air ambiant, bah oui, parce qu'il a 90% de SAT. On peut le faire, bon, ça va pas apporter grand-chose, mais on le fera quand même. Des béquets crachats avec examen direct et culture, bah oui. Une IDR à la tuberculine, non, c'est contre-indiqué. Quand on ne fait pas d'IDR chez des patients qui ont des tuberculoses actives, l'IDR, c'est comme le quantiferon, c'est uniquement pour rechercher une infection tuberculeuse latente. Si vous faites une IDR à un patient qui a une tuberculose, il va se retrouver avec une énorme flictène qui va être dégueulasse, et donc c'est pas du tout le rendre service, et ça n'a pas de valeur diagnostique, même si l'IDR était négatif, euh, ça éliminerait pas le diagnostic. Quand on a une milière, on considère qu'il y a une dissémination du bacille de la tuberculose dans le sang, et donc oui, on peut faire des hémocultures à la recherche de mycobactéries, c'est des tubes spéciaux, et puis on recherche des barres dans les urines. On peut faire des béquets urines, sachant qu'il faut que ce soit sur des urines concentrées, donc c'est les urines du matin en général. Et on ne fait pas d'endoscopie bronchique tant qu'on n'a pas récupéré les résultats de 3 béquets crachats, avec au moins ici, dans ce type de présentation, avec un nodule excavé, etc., on a quand même une rentabilité qui n'est pas mauvaise de la PCR sur les crachats, même si le crachat est négatif avec examen direct, on peut demander une PCR M tuberculosis, donc un gène expert sur un des crachats. D'accord. Euh, le syndrome interstitiel sur la radio, c'est un syndrome interstitiel micronodulaire, donc c'est les micronodules que je vous ai montré. Je ne peux pas vous les montrer plus que ça, mais c'est la même chose, c'est le syndrome interstitiel, il est micronodulaire, l'atteinte interstitielle. Euh, Donc le patient est hospitalisé en médecine. Le lendemain, effectivement, il y a plein de barres dans ses crachats. Vous posez le diagnostic de tuberculose pulmonaire. Donc, devant ce type de présentation, c'est assez évident que c'est une tuberculose pulmonaire bacillifère. Maintenant, le diagnostic n'est pas affirmé par la seule mise en évidence des barres sur l'examen des crachats. Il faut que vous ayez le résultat de la PCR qui vous confirme que c'est bien du Mycobacterium tuberculosis et que vous n'êtes pas devant une infection à d'autres bacilles acido-alcoolo-résistants qui peuvent aussi être des mycobactéries atypiques, même si le tableau clinique, là, c'est à 99,9% de chances que ce soit une tuberculose. Mais on peut aussi, parfois, on voit des patients africains qui ont des séquelles de tuberculose et qui se surinfectent avec des mycobactéries atypiques. Donc, c'est quand même important d'avoir cette PCR, et en plus ça vous dit si il y a un gène de résistance à l'isoniazide. Donc s'il y a un gène de résistance, si la PCR met en évidence une mutation du gène RPOB, pardon, à la rifampicine, qui signe la résistance à la rifampicine, il va falloir être prudent et demander d'autres tests génotypiques pour rechercher d'autres résistances aux antituberculeux, notamment à l'isoniazide. Euh,
Donc, dans le cadre du bilan pré-thérapeutique, qu'est-ce que vous faites? Un hémogramme de transaminase, une CRP, une sérologie VIH, un examen ophtalmologique. Euh, Ça me convient comme réponse ABDE. La CRP, elle n'est pas indispensable et ce patient, il aura une CRP peut-être pour avoir une valeur de référence, mais ça va pas être, ça n'apporte rien pour la mise sous traitement. Et par contre, c'est important effectivement d'avoir un hémogramme, de vérifier qu'il n'y ait pas d'atteinte hépatique de base, d'anomalie du bilan hépatique. L'examen ophtalmologique, c'est un examen ophtalmologique de référence avant la mise sous étendutol, mais il ne doit pas retarder le traitement. Hein. On met souvent un peu de temps pour l'avoir. Et la sérologie VIH, par contre, elle est indispensable. Parce que si le patient est VIH, il va falloir aussi traiter le VIH. Quels schémas de traitement sont possibles? Donc, typiquement, c'est une tuberculose pulmonaire commune. Le traitement, c'est 2 mois de quadrithérapie antituberculeuse tant que vous n'avez pas le résultat de l'antibiogramme phénotypique que vous aurez qu'au bout d'à peu près 1 mois, qui va vous confirmer effectivement la sensibilité aux antituberculeux majeurs et usuels, donc aux 4 antituberculeux qu'on utilise. Euh, et donc, en attendant ce résultat-là, les recommandations, c'est d'utiliser 4 antituberculeux. Il y a 2 antituberculeux majeurs qui sont l'isoniazide et la rifampicine, et on y adjoint l'éthambutol et le pyrazinamide. D'accord? Et donc, la bonne réponse, c'était la quadrithérapie pendant 2 mois et ensuite 4 mois de bithérapie par isoniazide rifampicine. D'accord? Donc, c'était la réponse B. Et en cas de contre-indication au pyrazinamide, c'est une trithérapie qui est pendant 2 mois et ensuite on prolonge le traitement par 3 mois supplémentaires. Donc, on fera un traitement de 2 mois de trithérapie, puis 7 mois de bithérapie. D'accord? Parce que la pyrazinamide, c'est un bon antibiotique antituberculeux et c'est moins bien d'avoir juste de l'éthambutol. Juste, est-ce que vous pouvez revenir sur les contre-indications ou les effets secondaires les plus importants, du moins des 4 antituberculaux là? Et pourquoi la pyrisidamide en particulier serait contre-indiquée plus que les autres? La pyrazinamide, elle va être contre-indiquée parce que c'est le principal hépatotoxique. Si tu as une cytolyse hépatique qui dépasse un certain seuil, c'est-à-dire plus de 5 fois la normale de transaminase sous traitement, c'est-à-dire quand tu débutes le traitement, quand vous débutez le traitement, le premier antituberculeux qu'on arrête, c'est la pyrazinamide. Euh, et donc, chez les patients qui tolèrent mal, qui finissent par normaliser leur traitement après l'arrêt du traitement, qui normalisent pardon, leur bilan hépatique, on va leur reprendre une trithérapie sans pyrazinamide. Donc c'est pour ça que on précise bien que quand on enlève la pyrazinamide au régime antituberculeux, on doit prolonger un peu euh, cette trithérapie. Ensuite, il n'y a pas vraiment de contre-indication aux autres antituberculeux. Les contre-indications, ça va être des anomalies du champ visuel éventuelles euh, préexistantes ou apparues sous traitement pour l'éthambutol, d'accord, avec des anomalies de la vision des couleurs ou du champ visuel. C'est ça quand on dit qu'on fait un examen ophtalmologique chez un patient sous traitement antituberculeux, c'est ça qu'on surveille. Et ensuite, l'isoniazide, la rifampicine, quoi, les antituberculeux, ils n'ont pas de contre-indication, d'autres contre-indications absolues. Après, en termes d'effets secondaires, ce qu'il faut savoir, c'est la rifampicine, c'est un inducteur enzymatique, donc il faut se méfier des interactions médicamenteuses. Ça, c'est la première chose. Et si on doit utiliser ce type de traitement euh, de cette classe des rifamycines, on peut utiliser la rifabutine, qui est un petit cousin de la rifampicine, qui est plutôt moins inducteur enzymatique, mais qui l'est quand même un petit peu.
Ensuite, la rifampicine, ça donne surtout des réactions d'hypersensibilité assez aiguës, donc des lésions cutanées, des réactions immunoallergiques. L'isoniazide, ça a une toxicité hépatique qui est potentiellement potentialisée par la rifampicine. Et sinon, l'isoniazide, ça donne des neuropathies périphériques qui se voient plus chez les patients qui ont des carences en vitamine B6, donc cas de déficit en vitamine B6. Et donc, c'est souvent les patients alcooliques, dénutris, les femmes enceintes. Donc, chez ces malades-là, on va les supplémenter en vitamine B6 pour limiter le risque de toxicité neurologique de l'isoniazide. Euh, voilà. Et puis, pour la rifampicine, ça donne des leuconeutropénies aussi, des anomalies de la formule sanguine. C'est pour ça qu'on a tendance à surveiller la numération sous traitement. Et vous avez à peu près fait le tour des principaux effets secondaires des antituberculeux. OK. Pour ce qui est des mesures associées, là, donc la prescription de vitamine B1, B6, elle n'est pas systématique pour tout le monde, mais donc, comme je vous ai dit, femmes enceintes, dénutries, alcooliques, euh, on en prescrit. Évidemment, les alcooliques et même tous les gens, il faut leur conseiller de ne pas boire d'alcool sous traitement tuberculeux parce que ça augmente le risque de toxicité hépatique. L'arrêt de travail, l'isolement respiratoire pendant au moins 6 mois, bah non. Il n'y avait pas d'indication. Quoi, on ne fait pas d'isolement respiratoire pendant 6 mois, on fait de l'isolement respiratoire tant qu'il y a des barres dans les crachats. C'est au moins 15 jours, voire un peu plus chez les patients qui sont très bacillifères. Donc là, le patient, il crachait beaucoup de barres, hein, c'est plus de 100 barres par champ, c'est des turbines à barres, hein, ces patients-là. Donc on va monitorer les crachats, on va faire des crachats sous traitement et on va voir quand est-ce que ça commence à baisser. Le problème, c'est que souvent, les patients continuent à cracher des barres, mais c'est des barres morts au bout de 15 jours, 3 semaines de traitement bien conduit. Donc on peut décider de les finir par les relâcher, de lever l'isolement respiratoire, même s'il y a encore quelques barres dans les crachats. Le dépistage des cas contacts, il est systématique, il se fait par les CLAD, donc il va falloir en fait déclarer le cas au CLAT. Et on déclare au CLAT du département dans lequel vit le malade, ce qui n'est pas nécessairement l'endroit où il consulte. On doit faire une déclaration obligatoire à l'ARS, qui est une déclaration anonymisée, alors que la déclaration du cas au CLAD va vous donner évidemment les coordonnées du malade. Et vous faites une demande de prise en charge auprès de l'assurance maladie. D'accord? Donc la première question, elle est un petit peu ambiguë parce que finalement, en pratique, on ne donne pas de la B1B6 à tout le monde. Euh, c'est recommandé, mais c'est pas fait en pratique. Mais donc, sur des populations à risque, ouais, c'est recommandé, d'autant plus chez, quoi, vous verrez, c'est mentionné comme ça, d'autant plus chez les femmes enceintes, les dénutries, les alcooliques. Quels paramètres sont à surveiller de façon rapprochée dans les premières semaines du traitement? Donc, euh, les plaquettes, il n'y a pas vraiment de thrombopénie, c'est plutôt des leuconeutropénies. Mais on fera quand même une numération. Les transaminases, c'est essentiel. La négativation des BK crachats, oui. L'IDR, ça se monitore pas et ça se fait pas. Et la coloration orangée des urines et l'observance thérapeutique, oui, on va la surveiller. Et en fait, ce qu'il faut bien, c'est que vous prévenez les malades, vous épanez dans les effets indésirables plutôt que quoi, les effets secondaires. Euh, la rifampicine, ça colore toutes les sécrétions en orange rouge orangé, ça vous savez, donc ça va colorer les urines, ça va aussi colorer les larmes. Donc, chez les patients qui ont des lentilles de contact permanentes, ça risque de teinter les lentilles. Donc, il faut bien les prévenir. Il ne faut pas qu'ils portent leurs lentilles si c'est des lentilles permanentes. Et puis c'est pareil, les patients qui se mettent à pisser rouge orangé, si vous ne les avez pas prévenus à l'avance qu'ils vont pisser coloré, ça va les inquiéter et ils vont consulter pour ça. Puis l'observance thérapeutique, elle est vraiment primordiale notamment sur le fait que ce qu'il ne faut pas, c'est arrêter un ou deux des cas d'antibiotiques et n'en garder que un ou deux, parce que sinon, on risque de sélectionner des souches résistantes. Euh, Pourquoi surveiller la coloration des fluides? Bah, on ne la surveille pas vraiment, mais en tout cas, on les prévient et puis on leur demande s'ils pissent orange. S'ils vous disent, ah bah non, je pisse pas orange, c'est qu'a priori, ils ne prennent pas leur traitement. D'accord? Donc oui, il faut les avertir de ça, mais ça peut aussi être un moyen de surveiller l'observance du traitement. Pour ce qui est de la surveillance de l'observance du traitement, on peut doser l'uricémie aussi qui va augmenter. Sous traitement, c'est le pyrénène qui fait augmenter l'uricémie. D'accord, c'est pas un effet, c'est pas problématique d'avoir une hyperuricémie,
Ils vont pas faire de crise de goutte à cause de ça, mais par contre, ça va permettre éventuellement, si vous avez un doute sur l'observance du traitement, vous pouvez doser l'uricémie et voir si le patient prend bien son traitement. OK. Où est-ce que doit être faite la déclaration au CLAT? En fait, vous envoyez un mail, contactez les gens du CLAT de l'hôpital avec lequel vous travaillez, en fait, ou le CLAT du département du patient. Donc ça, c'est facile. Les adresses des CLAT, on les trouve facilement avec des contacts. Donc souvent, on leur envoie un compte rendu pour qu'eux puissent mettre en place le dépistage des cas contacts. Euh, on est bon. Je pense que pour la question 5, la D est fausse, non. Oui, c'était faux, c'était ça. On a bien précisé. Donc ensuite, on avait un KFP. Monsieur T se présente aux urgences. Vous êtes l'interne de garde. Un patient qui est suivi pour une BPCO. Il est hypertendu diabétique de type 2. Il a un traitement avec un sartan, de la metformine, de l'Ombrez, qui est un bêta-2 mimétique de longue durée d'action. Il est allergique à la pristinamycine. Il se plaint d'une toux chronique avec des expectorations muqueuses matinales, une dyspnée d'effort à la montée de 2 étages. Ça, c'est symptômes habituels. Puis 3 jours, il se sent plus essoufflé. Il tousse du matin au soir avec des expectorations plus abondantes et sales. La toux est devenue très invalidante, l'empêche de dormir. Il n'a pas pris sa température, il n'a pas de frisson, pas de douleur. À l'examen aux urgences, il est apyrétique. Normocarde, normotendu. Il désature à 96%. Il est un peu polypnéique. Et vous notez un frein expiratoire des râles bronchiques bilatéraux. Il n'y a pas de signe de lutte. Les gaz du sang, ils sont pas terribles avec une hypoventilation alvéolaire. Il n'y a pas d'acidose. L'acidose respiratoire, elle est compensée. Il a probablement une part d'hypercapnie, une hypercapnie chronique et il est hypoxémique à 53. Et on vous donne sa radio de thorax qui montre essentiellement probablement un peu de distension thoracique avec des coupoles diaphragmatiques un peu aplaties, une augmentation de l'espace intercostal et du nombre de côtes. Sinon, il y a peut-être un peu d'hyperclarté là en basse droite, au sommet, mais c'est toujours difficile de bien voir sur la radio. Mais en tout cas, il n'y a pas de foyer, pas d'épanchement pleural, pas de pneumothorax comme ça évident. On vous a dit qu'il n'avait pas eu de douleur thoracique non plus. Pardon, je vais sauter l'image. Quel est votre diagnostic précis devant cette observation? Donc, c'est une exacerbation de BPCO en lien avec une bronchite aiguë ou une surinfection bronchique. Ça convient à tout le monde, je pense. Tous plus que d'habitude, sale, il est encombré, il a des râles bronchiques à l'auscultation, un peu de sibilant, majoration de sa dyspnée, donc il a une exacerbation de BPCO. Et la première cause que vous suspectez, c'est une surinfection bronchique. Il nous manque un ECG, évidemment, pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème cardiaque. Donc tout marchait, hein, la bronchite aiguë, la surinfection, la bronchite. Exacerbation de BPCO, ça suffit pas, il faut bien être précis quand vous avez comme ça une exacerbation sur la cause éventuelle. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et il n'a pas une décompensation de BPCO, hein. La décompensation, c'est à partir du moment où il y a une cytose respiratoire non compensée. Le patient présente donc une exacerbation de BPCO sur une surinfection bronchique. Quels sont les éléments de votre prise en charge thérapeutique en première intention? On vous proposait beaucoup de choses, donc une hospitalisation en service de soins intensifs en médecine, un retour à domicile, euh, une oxygénothérapie, de la VNI, une antibiothérapie, des nébulisations de bêta-2 mimétiques, etc., etc. Donc le traitement,
Comment on sait qu'il a une bronchite aiguë? Bah, il tousse plus que d'habitude, il crache sale, il est encombré, ça s'appelle une bronchite. Monsieur, Majoration. excusez-moi. En fait, je comprends. Enfin, je pensais que les symptômes qui étaient cités, c'était juste pour la BPCO et pas Bah du non, coup. et on vous Enfin, dit quand même qu'il a des expectorations sales. Les expectorations, elles sont plus abondantes et sales. Donc une augmentation de la dyspnée, du volume et de la purulence des expectorations, c'est quand même en faveur d'une surinfection bronchique. d'accord, merci. Une décompensation de BPCO lambda, il va pas se cracher sale, il aura peut-être une majoration de ses expectorations, mais il va surtout être spastique, etc. Mais à partir du moment Merci beaucoup. où il y a plus d'expectoration que sa bronchite chronique habituelle et que ces expectorations, en plus, elles sont purulentes, avec ou sans fièvre, il faut suspecter une surinfection bronchique, en sachant que la surinfection bronchique, c'est quand même la première cause d'exacerbation de BPCO. D'accord? Donc, ce patient, est-ce qu'on l'hospitalise? Bah, il a quand même 90 de SAT. Il y a une hypoxémie profonde avec une PaO2 inférieure à 60. Il est polypnéique. Quel âge il a? On ne vous donne pas son âge, ça manque un peu, mais on ne sait pas s'il est seul à domicile. Mais c'est quand même un patient qu'il va falloir hospitaliser. Il est hypercapnique chronique, donc on va l'hospitaliser. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le traitement, bah, c'est avant tout faire des bronchodilatateurs. Ça, c'est pour toutes les exacerbations de BPCO. Et puis ensuite, vous avez un facteur infectieux évident, donc il va falloir lui mettre des antibiotiques. Donc, on couvre le pneumocoque, l'hémophilus, la moraxelle. Donc, c'est l'augmentin en première intention. Ça peut être de l'amoxicilline aussi. Mais en tout cas, on ne lui donnera pas de pristinamycine puisqu'on vous a dit qu'il était allergique. 5 jours d'antibiotiques, ça va suffire. Euh, Il n'y a pas d'indication à faire de nébulisation de corticoïdes. Les bronchodilatateurs de longue durée d'action, c'est pas le traitement de l'exacerbation aiguë. On peut lui maintenir s'il est à même de les prendre, mais l'important c'est de l'inonder de bêta-2-mimétique. La fibroscopie bronchique, elle n'est pas indiquée à viser de désencombrement. On lui fera éventuellement de la kiné une fois que le bronchospasme se sera un peu levé s'il la supporte. Les antitussifs, c'est jamais indiqué que ce soit à la phase aiguë ou chronique. Et on va lui mettre évidemment de l'oxygène. Chez un patient hypercapnique chronique, on aura un objectif de saturation entre 88 et 92%. En tout cas, pas plus de 94% pour éviter d'aggraver son hypercapnie. Les antipyrotiques, bah, il n'a pas de fièvre, c'est pas indiqué. On va lui mettre une HBPM, mais à dose préventive, parce que c'est un patient qui va être hospitalisé avec une immobilité relative pour une affection médicale aiguë, donc c'est une indication, un traitement préventif. OK. 2, 5, 7, 11, 18. Ça fait l'hospitalisation en médecine. Il n'y avait pas de critère d'hospitalisation en réanimation en l'absence d'acidose respiratoire. On lui met de l'oxygène. On lui met des antibiotiques. 7. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 11, 18, 11 et 18. Donc ça va, j'avais bon à la réponse. L'indication de la VNI, c'est une acidose respiratoire non compensée, c'est-à-dire un pH inférieur à 7,35 malgré le traitement initial. C'est-à-dire qu'un patient qui va arriver avec une gazométrie où il sera hypercapnique avec un pH entre 7,30 et 7,35, en général, on ne va pas se jeter d'emblée sur la VNI, on va lui faire des aérosols, on va recontrôler les gaz du sang. Sauf s'il y avait évidemment des signes de détresse respiratoire majeurs. Par contre, s'il est très acide, on lui fera d'emblée la VNI. D'accord? Donc, c'est l'hypercapnie, c'est donc la décompensation du BPCO avec une acidose respiratoire non compensée à l'indication. OK, pas de questions là-dessus. Donc voilà, la surinfection bronchique, c'est la première cause d'exacerbation de BPCO. C'est plus de 50% des cas. Ça peut être viral ou bactérien. Après, les bronchites chez les patients BPCO, elles sont beaucoup plus à risque d'être surinfectées. Donc à partir du moment où il y a de la fièvre ou des crachats purulents, il n'y a pas de doute qu'il faut mettre des antibiotiques. Évidemment, si le patient
Une infection virale évidente, on pourra toujours discuter, mais sur ces malades-là, on aura l'antibiothérapie assez facile. Les grippes, ça se surinfecte, etc., etc. On a vérifié à la radio qu'il n'avait pas de pneumonie, qu'il n'avait pas de pneumothorax, qu'il n'avait pas d'épanchement pleural, pas de signe de surcharge évidente. Le facteur de décompensation peut être d'origine cardiaque avec de l'OAP, soit un infarctus, soit un trouble du rythme. Voilà, les critères d'hospitalisation, c'est les critères de gravité clinique. Donc, les signes de détresse respiratoire, de l'hypotension, des troubles neurologiques. C'est toujours ça, c'est les critères de gravité. Ensuite, ça va être des critères liés au terrain, donc d'avoir par exemple une assurance respiratoire sous oxygène à domicile. Là, on les hospitalise systématiquement s'ils ont une exacerbation. Ça va être des sujets âgés, ceux d'autant s'ils sont seuls à la maison. Des patients avec des difficultés sociales, un échec du traitement de première ligne. Voilà. Et le CRB65, c'est pour la pneumonie communautaire. Ça. Mais là, ouais, les gaz du sang, il est hypercapnique chronique, il est hypoxémique, hospitalisé ce malade. Essentiellement sur les critères cliniques et gazométriques. Il a quand même 86 de SAT en air ambiant, il a besoin d'oxygène, donc de toute façon, il ne peut pas rentrer à la maison avec 86 de SAT. Et il a une hypoxémie quand même profonde avec moins de 60 mm de mercure de PaO2, donc c'est indéniable qu'il a besoin d'oxygène. Ok, et pourquoi pas de VNI? Parce qu'il est compensé, il a un pH normal, donc ça sert à rien de faire de la VNI, pas d'indication. La différence entre plétismographie et spirométrie, la plétismographie, on vous met dans une cabine fermée, on mesure les volumes pulmonaires, donc ça permet de mesurer la capacité pulmonaire totale, le volume résiduel, alors que la spirométrie, on vous fait souffler dans un tuyau, donc on mesure juste les débits et les volumes mobilisables. On va pouvoir mesurer la capacité vitale, le VEMS, les débits distaux, mais on ne va pas pouvoir mesurer sur une spirométrie la capacité pulmonaire totale et le volume résiduel. Ça marche? D'autres questions là-dessus? Ça m'a l'air bon, donc on peut passer au cas suivant. Si vous avez d'autres questions, on y reviendra après. Le deuxième KFP, une patiente de 40 ans qui a un traitement œstroprogestatif, qui revient d'un voyage en avion de 12 heures. À la descente d'avion, elle a une douleur thoracique, latérothoracique et une dyspnée. On lui fait un ECG. Quel diagnostic évoquez-vous chez une dame qui a donc deux facteurs de risque, un persistant, un transitoire. Le persistant, c'est les œstroprogestatifs, facteur de risque modéré. Et le voyage en avion, c'est un facteur de risque faible, mais bon, la somme des deux fait qu'elle est quand même à risque d'avoir fait un accident thromboembolique, ce d'autant qu'elle présente des signes évocateurs d'embolie pulmonaire avec une douleur thoracique, on va qualifier de pleurale, latérothoracique gauche, probablement majorée à l'inspiration, plutôt en point ou en coup de poignard, et une dyspnée. Et à l'ECG, vous êtes déjà très orienté vers l'embolie pulmonaire, donc vous allez rechercher les signes électrocardiographiques associés à l'embolie pulmonaire. Et donc ça, vous avez quoi? Vous avez la tachycardie sinusale, vous avez les troubles conductifs, donc surtout l'aspect S5Q3, des signes de déviation axiale droite,
Donc, on a S1, Q3, bref, bof, pas terrible, quoi. On a surtout un sous-décalage du segment ST dans le territoire latéral. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le S1Q3 qui est discret, quoi. Le long de queue, elle n'est pas significative, mais bon, je pense quand même que c'était ça qu'on attendait. Et puis, un aspect de bloc de branche incomplet droit, c'est ça qu'ils veulent, probablement. Bon, en tout cas, on évoque une embolie pulmonaire. Il n'y a pas de signe de gravité. Vous décidez de mettre le patient sous anticoagulant. Quelle proposition concernant le traitement? Donc, les bonnes réponses étaient oui, on peut mettre un traitement anticoagulant oral direct. S'il y a... Bon, pour ça, faut mesurer son score PESI. Donc, on n'a pas toutes les informations, mais on suppose qu'elle a un PESI à 0. Et donc, à ce moment-là, et qu'elle n'a pas de signe de, de cœur pulmonaire aigu, il n'y a pas de dilatation du ventricule droit, une troponine normale, pas de comorbidité, donc on va sans doute être sur une EP de gravité faible, quoi, à faible risque de mortalité, donc on va pouvoir la traiter en hospitalisation courte ou en ambulatoire, et donc on mettra des anticoagulants direct en première intention. Euh, un traitement par HBPM pendant 3 mois est le plus souvent prescrit, bah, maintenant c'est les anticoagulants oraux directs. Après, elle a sa pilule œstroprogestative qu'on va probablement arrêter. Et on a quand même tendance à faire 6 mois de traitement. Lors d'un relais héparine avec elle, il est conseillé de faire un premier INR à J6. Non, on le fait de manière plus précoce. Le rivaroxaban a une activité antithrombine 2. Non, c'est un anti-10. Le traitement par héparine peut induire une thrombocytose. Non, ça induit une thrombopénie immunoallergique. Le traitement par AVK peut interagir avec l'alimentation. Bah oui, en fonction de ce que vous consommez comme vitamine K, le traitement sera plus ou moins efficace. Il existe un antidote pour l'apixaban, qui est donc un anticoagulant oral direct. Non, il n'y a pas d'antidote. Alors, pour les AVK, il y a un antidote, c'est la vitamine K, le PSB. L'INR cible est entre 2 et 3 et non pas 3 et 4. Les anticoagulants oraux directs réduisent de 50% le risque d'hémorragie cérébrale par rapport aux AVK. Euh, Ça doit être ça. Cette question, elle est un peu foireuse. Il faut surveiller régulièrement l'INR sous rivaroxaban. Bah non, c'est l'intérêt des anticoagulants oraux directs, c'est qu'ils n'ont pas besoin de surveillance biologique. Il faut surveiller la fonction rénale sous dabigatran. La extra, oui, il faut de manière systématique. Je ne sais pas si c'est vraiment recommandé. Les propositions sont un peu merdiques. Pas d'autres questions là-dessus? KFP suivant, un homme de 66 ans qui vient aux urgences pour une dyspnée d'aggravation rapide. Il vous dit être suivi à l'hôpital pour une BPCO. Il a de l'oxygène à domicile par minute. Vous voyez dans son dossier qu'il est déjà venu aux urgences 2 mois avant pour le même motif. L'interrogatoire est difficile. Il a du mal à parler, à faire des phrases complètes. Il vous dit être essoufflé depuis une semaine. Après être allé chez sa fille et son petit-fils de 6 ans, il tousse plus que d'habitude et crache plus sale également. Donc, il a probablement chopé un virus dans sa famille. Les paramètres vitaux, il est normotendu, tachycarde, il désature à 86 sous 1 litre, il a de la fièvre, l'auscultation note une diminution bilatérale du mouvement vésiculaire, des sibilants diffus, il a des sueurs, et vous mettez en évidence un astérexis, donc il a des signes d'hypercapnie. Quel est le premier examen à réaliser en urgence? Bah, faut lui faire un gaz du sang, effectivement, pour mesurer son pH et sa capnie, et voir s'il y a indication à lui mettre en place de la VNI. Pour le reste, ce sera le bilan
habituel, et donc il faudra lui faire une radio de thorax, un ECG, etc., à peu près aussi rapidement que le gaz du sang. On va tout faire en même temps. Quels éléments parmi les suivants feront partie de votre prise en charge en première intention dans les premières heures? Bah oui, vous montez l'oxygène, même s'il est hypercapnique, pour avoir quand même une saturation supérieure à 88%. Il faut toujours retenir que c'est l'hypoxémie qui tue et pas l'hypercapnie, hein. Donc on meurt d'arrêt cardiaque hypoxique, mais on ne meurt pas d'arrêt cardiaque hypercapnique. C'est pas le problème. Au pire, on va tomber dans le coma, mais c'est plus réversible que l'arrêt cardiaque hypoxique. On va mettre des bronchodilatateurs, on va mettre des antibiotiques. La ventilation non invasive, bah, ça dépendra de sa capnie et surtout du pH. D'accord, vous avez compris. Les bronchodilatateurs par voie systémique ne sont pas indiqués dans la BPCO. Ça peut l'être éventuellement dans les asthmes aiguës graves, mais pas dans la BPCO. Il n'y a pas d'indication à lui faire un angioscanner thoracique, non. Vous évaluerez la probabilité d'embolie pulmonaire, mais là, vous avez un diagnostic plus probable de surinfection bronchique. Vous lui ferez un ECG, oui. Vous lui ferez une radio. La kiné respiratoire, elle n'est pas indiquée chez un patient qui est en détresse respiratoire. Et l'anticoagulation, elle sera à dose préventive, et les mucolytiques, ils ne sont pas indiqués. OK. Le suivant, un patient de 73 ans qui consulte aux urgences. Est-ce qu'il a le visage qui a gonflé depuis une quinzaine de jours, surtout le matin, ça l'inquiète? Bah oui, nous aussi. Il a des céphalées matinales, des nausées de manière concomitante. Il a une hypertension artérielle pulmonaire, un tabagisme à 70 paquets années actif. Donc, gros fumeur. À l'examen, il a une bonne SAT, discrètement hypertendu, une fréquence cardiaque normale, pas de fièvre. Et vous notez un œdème des paupières, un érythème du visage, un comblement des creux susclaviculaires bilatéraux, une circulation veineuse collatérale thoracique. Donc, c'est la présentation d'un syndrome cave supérieur. Parmi les propositions suivantes, quels seront les éléments de votre prise en charge concernant ce syndrome de cave supérieur? Bah, c'est une urgence, quoi, c'est en tout cas, oui, une relative urgence, il faut l'hospitaliser. Il faut lui prescrire un scanner à la recherche d'une compression médiastinale, hein. Ça va être une masse médiastinale qui va aller envahir la veine cave inférieure ou la comprimer. Un scanner avec injection. On lui fera aussi un scanner cérébral, par principe, pour être sûr qu'il n'ait pas des métastases cérébrales. Mais c'est probablement la stase qui fait qu'il a ces céphalées. Mais voilà, ils vous disent qu'il a vomi, etc. Donc, il faut quand même être sûr que pas un processus expansif intracrânien. Il vérifiera quand même qu'il n'a pas de signe de localisation, pas de raideur méningée, raison de lui faire une ponction lombaire. Euh, vous lui prescrivez une anticoagulation à dose efficace, oui, ça fait partie du traitement du syndrome cave supérieur. On discutera éventuellement la pose d'un stent pour aller réouvrir la veine cave dans l'attente de l'efficacité du traitement de sa probable masse médiastinale, qui sera dans la plupart des cas soit un cancer pulmonaire, parfois à petites cellules, parfois non à petites cellules, ou un lymphome. Ok, donc il n'y a pas de place pour les autres traitements. L'hypertension relative, on la tolère. Il n'y a pas d'indication d'une fibrinolyse, ça ne servira à rien, et on ne fait pas de chimiothérapie en urgence tant qu'on n'a pas de diagnostic. Ok. Excusez-moi, dans ce Ouais. tableau, la HTAP, elle était due à quoi? Bon, je crois qu'il a une HTAP et puis c'est tout, hein, mais D'accord, ça nous orientait pas vers un diagnostic particulier. non. Non, non. Je sais pas pourquoi. Ça devait être le cas exact du malade qui avait une hypertension pulmonaire, mais j'ai pas les détails pour t'en dire plus, mais ça n'a pas de lien avec son histoire aiguë. Merci. Ok. On enchaîne. Un patient de 42 ans, originaire de Guadeloupe, qui a une toux qui évolue depuis un mois, une fébricule, des arthralgies, des deux chevilles, sous la nuit et le matin. À l'interrogatoire, pas grand-chose. Il fume un peu, 12 paquets à nez. Il n'y a pas d'altération de l'état général, pas de douleur thoracique. Il est subfébrile à 38,2.
L'auscultation cardio-pulmonaire est normale. Il a des nodules sous-cutanés violets, apparu depuis une semaine selon le patient douloureux. Il vous rapporte le résultat d'une prise de sang et d'une radio de thorax. Donc, on a de la fièvre, des arthralgies, un érythème noueux, des adénopathies hilaires bilatérales, possiblement peut-être plus sur la radio qui n'est pas de qualité folle. C'est difficile de savoir s'il y a une atteinte interstitielle en plus. C'est probable quand même qu'il y ait des micronodules bilatéraux. Il y a peut-être un stade 2 radiologique. On a quand même des gros îles, hein, donc vraiment des volumineuses adénopathies. Il y en a probablement aussi ici, là, et puis probablement dans la fenêtre orthopulmonaire aussi. Des adénopathies médiastino-hilaires. Et en termes de bilan biologique, on cherche des signes biologiques de sarcoïdose, donc une lymphopénie qu'il a effectivement, il a 500 lymphocytes, il n'y a pas d'hyperleucocytose franc, quoi, il n'y a pas d'hyperleucocytose, pas d'anémie, un syndrome inflammatoire modéré, on a une hypergamma polyclonale. Quel est votre diagnostic précis? Donc, un peu comme tout à l'heure, ça ressemble à un Lofgren. Ok. Quels examens paracliniques demandez-vous? Des hémocultures. Bon, il a 38,2, ça se discute. Un test de tuberculinique ou un test de libération d'interféron gamma pour rechercher une anergie tuberculinique. La sérologie VIH, oui. La protéinurie des 24 heures, non. Un dosage de l'enzyme de conversion, oui. Un électrocardiogramme, oui. L'échographie cardiaque, s'il n'y a pas de symptômes à type de palpitation, de douleur thoracique, il n'y a pas d'indication à faire une écho. Le CG, ça va suffire. S'il y a des anomalies à l'ECG, on fera une écho, mais ce qui souvent n'est pas contributif dans la sarcoïdose cardiaque. Ce qui va être intéressant, c'est d'avoir une IRM cardiaque et un TEP scanner cardiaque. Le scanner thoracique sans injection, moi je le ferai ici parce que j'ai quand même un doute sur un syndrome interstitiel. Hein. Ce sera intéressant de préciser les choses. Il n'a pas besoin d'être injecté. Le TEP scan, il n'est pas indiqué. L'examen ophtalmologique à la recherche de localisation de sarcoïdose, oui. La ponction articulaire, non. S'il y a juste des arthralgies, il n'y a pas de synovite évidente, on ne fera pas de ponction articulaire. La fibroscopie bronchique avec LBA, les biopsies bronchiques ou la biopsie ganglionnaire cervicale, elle n'est pas formellement indiquée. Si les nodules, on en a parlé, cutanés, c'est pas indiqué, la médiastinoscopie non plus. Donc voilà. Les réponses étaient le test TIGRA ou l'UDR, le VIH, l'enzyme de conversion, le CG et l'examen ophtalmo. OK. On n'a pas mis de scanner thoracique, mais en pratique, si je devais revoir cette correction, j'aurais probablement mis le scanner thoracique. OK. Pourquoi on dose le CA? C'est une bonne question. Ça fait partie du bilan systématique de la sarcoïdose au diagnostic. Euh, Ça va pas changer la prise en charge, ça va pas apporter de certitude diagnostique. On peut avoir une ECA augmentée dans d'autres situations. Ça va être intéressant si jamais il y a une indication thérapeutique à un moment, c'est de voir l'évolution de l'enzyme de conversion sous traitement et c'est souvent prédictif d'une rechute si on voit l'ECA qui remonte alors qu'elle avait baissé sous traitement. Mais parfois, il y a des sarcoïdoses très actives qui ont des ECA normales. Donc voilà. Moi, je pense que le CA à visée diagnostic, elle n'a pas de place, mais ça fait partie du bilan. Quand vous suspectez que vous avez fait le diagnostic de sarcoïdose, on fait une ECA comme ça, en référence. Donc voilà.
voilà, donc ça, vous avez le bilan initial de la sarcoïdose dans le poly, hein. Donc, il y a aussi le bilan phosphocalcique, le bilan hépatique, l'électrophorèse, la calcémie, la créate, le iono, la CRP nulle, la sérologie VIH, les EFR. C'est pareil, faire une EFR, comme je vous dis, sur un stade 1. En général, ils ont des EFR normales. C'est noté comme tel, tout à fait discutable. OK? Bah, moi, je pense que c'est un stade 2, ouais. Mais la présentation, c'est celle d'un Lofgren avec les arthralgies, les érythèmes noueux, la fièvre. Donc, ce serait pas choquant de ne pas faire de scanner et de toute façon, il y aura probablement pas d'indication thérapeutique. Mais comme c'est un stade 2, on lui fera des EFR. Mais je pense que c'est un stade 2, moi aussi. D'accord? Après, la radio, faudrait la voir mieux. Ça se trouve, on peut la considérer comme uniquement un stade 1. Mais je suis d'accord avec vous si vous trouvez que c'est un peu litigieux pour un dossier de Lofgren, probablement qu'on vous mettrait plutôt la radio du premier cas qu'on a vu. Il n'y aurait pas de doute sur le fait qu'il n'y a pas d'atteinte interstitielle. Mais c'est la vraie vie, ça. C'est un vrai cas. Donc, le patient, il avait un syndrome de Lofgren, mais il avait probablement un petit stade 2 quand même. Donc, vous suspectez un asthme chez un jeune homme de 23 ans. Parmi les symptômes suivants, lesquels sont en faveur de l'asthme, une toux à prédominance nocturne, oui. La rhinoconjonctivite saisonnière, bah, c'est un argument pour une allergie, mais pas pour de l'asthme. Euh, Même si évidemment ça rentre un petit peu quand même dans les... C'est indirectement en faveur, mais voilà, c'est pas... La variabilité des symptômes dans le temps, à la fois dans une même journée ou au cours du temps, oui. Les céphalées matinales, non. Et une sensation de pression thoracique, oui, c'est des symptômes qu'on recherche. D'accord. Donc les symptômes d'asthme, c'est toux, essoufflement respiratoire, wheezing, gêne respiratoire, sensation de pression thoracique, ils sont variables au cours de la journée, avec volontiers une prédominance nocturne ou au petit matin, et au cours du temps, ils sont souvent associés entre eux. La rhinoconjonctivite saisonnière en faveur d'un terrain atopique n'est pas un symptôme d'asthme. Les céphalées ne sont pas un symptôme d'asthme. Ok. Concernant l'insuffisance respiratoire chronique, parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies, l'insuffisance respiratoire chronique se définit par une PaO2 inférieure à 70 mm de mercure en air ambiant, c'est vrai. On parle de insuffisance respiratoire chronique sévère si la PaO2 est inférieure à 60. Une polyglobulie peut révéler une insuffisance respiratoire chronique. Oui, tout à fait. La BPCO est la seule cause d'insuffisance respiratoire chronique. Non, c'est pas la seule cause, mais c'est la principale, la plus fréquente. L'effet Chant est le principal mécanisme physiopathologique de l'insuffisance respiratoire chronique secondaire à une BPCO, oui. Et une hypercapnie témoigne d'une hypoventilation alvéolaire. Bah oui, voilà, je corrige. Donc, ils avaient mis comme commentaire PaCO2 peut être normal dans l'insuffisance respiratoire chronique selon la cause. Oui, mais je comprends pas pourquoi. C'était pas vraiment la question. Concernant les opacités masses médiastinales, sont les items exacts? Une masse du médiastin antérieur est moyen de faire évoquer une tumeur thymique ou germinale. Ça, c'est vrai. Une masse du compartiment antérieur au moyen et de l'étage inférieur est le plus souvent une lésion bénigne. C'est vrai aussi. Une masse du médiastin postérieur doit faire
Évoquer une tumeur neurogène, c'est vrai. Les masses antéro-supérieures du médiastin sont très souvent responsables d'une dyspnée aux deux temps. Non, parce que la trachée, elle passe pas à cet endroit-là. Euh, c'est plutôt des découvertes fortuites, des douleurs. Les adénopathies médiastinales, siège de granulome permettent de conclure à une sarcoïdose. Ben non, s'il y a de la nécrose, tout ça, ça va être une tuberculose ou une autre cause de granulomatose. Mais... Ok. Détailler l'effet Shunt, bah, faut voir les cours sur l'effet Shunt, mais l'effet Shunt, c'est des territoires mal ventilés, bien perfusés. Et donc, à partir du moment où les alvéoles sont comblés ou que les bronches sont rétrécies, ça va diminuer la ventilation dans certains territoires qui restent bien vascularisés. Et donc, ça entraîne un pseudo-shunt. Donc, c'est ça qu'on appelle l'effet shunt. Et donc, gazométriquement, ça se traduit par une somme PaO2 plus PaCO2 inférieure à 120, parce qu'il y a une hypoxémie. Donc, le patient hyperventile et donc euh, il va éliminer plus de dioxyde de carbone qu'à l'état stable. Donc, ça va faire baisser la capnie. Et souvent, il est hypoxémique de base. Donc, ça fait que la somme PaO2 plus PaCO2 est inférieure à 120. La sérologie VIH est indispensable? Oui, elle est indispensable. Déjà, quand on a 500 lymphocytes, il faut faire une sérologie VIH. Ok. Comme l'électrophorèse des protides, elle est indispensable aussi. Là, on a une hypergammaglobulinémie qui est associée à la sarcoïdose, mais on voit aussi des tableaux de granulomatose qui peuvent être associés à des déficits immunitaires qui peuvent se traduire par des hypogammaglobulinémies. Et donc, d'avoir un tableau de sarcoïdose avec une hypogammaglobulinémie et non pas une hypergammaglobulinémie, ça va plutôt vous en orienter vers un déficit immunitaire primitif qui est une cause de granulomatose. D'accord? Et de la même manière, le VIH, la primo-infection, ça peut donner des ganglions. C'est important. Les primo-infections VIH, elles peuvent être asymptomatiques. Elles peuvent aussi donner des ganglions. C'est pour ça qu'on fait une sérologie VIH systématique. OK. Concernant le pneumothorax spontané primaire, quelles propositions sont exactes? Il serait habituellement si j'ai un homme jeune de morphotype longiligne et fumeur, absolument. Il est plus souvent bien toléré, absolument. Il peut relever d'une simple surveillance ou d'une exsufflation selon la tolérance, tout à fait. Il doit faire suspendre toute activité physique jusqu'à la normalisation de la radio, non. Il n'y a pas de raison de préconiser des limitations d'activité physique chez un patient qui aurait fait un pneumothorax. Il contre-indique temporairement la plongée sous-marine. Non, c'est une contre-indication permanente à vie à la plongée. En gros, vous avez fait un pneumothorax d'un côté, vous pouvez récidiver soit du même côté, soit de l'autre. Et si vous faites un pneumothorax sous la mer, ça risque fortement de très mal se passer avec une survenue une tamponnade gazeuse. Voilà, ce d'autant si vous faites de la plongée en bouteille à des profondeurs importantes, avec des bouteilles. Parmi les critères suivants, lesquels font partie de la définition du syndrome d'apnée du sommeil, donc c'est un IH supérieur à 5, entre 5 et 15 c'est léger, 5 et 10, entre 15 et 30 c'est modéré, et supérieur à 30 c'est sévère. Ronflement, non, on a vu tout à l'heure que c'était pas un critère diagnostique. Somnolence diurne excessive, oui. La nicturie, il faut avoir plus d'un lever par nuit. Se lever une fois la nuit pour aller pisser, c'est normal. Les difficultés de réveil le matin, c'est pas vraiment des difficultés de réveil, c'est une sensation de sommeil non réparateur. Ça fait pas partie de la définition. En tout cas, c'est pas un critère majeur. Parmi les critères suivants, quel est celui, ceux
définissent le syndrome d'obésité hypoventilation, et faut être obèse, donc avoir un IMC supérieur à 30 et il faut avoir une hypoventilation diurne avec une PaCO2 supérieure à 45 mg de mercure, c'est la définition, c'est le seuil. Il n'y a pas besoin d'avoir une BPCO, un syndrome d'apnée du sommeil. D'accord, c'est juste l'association d'une obésité avec une hypoventilation alvéolaire. Concernant la silicose, c'est une maladie liée à l'inhalation de silice cristalline, tout à fait. Ça entraîne des calcifications ganglionnaires typiques, absolument, qui sont typiquement en coquille d'œuf, c'est-à-dire c'est la périphérie du ganglion qui va être calcifiée, et éventuellement tout le ganglion qui se calcifie ensuite. C'est un facteur de risque de cancer bronchique, oui. Ça fait partie des maladies professionnelles, des pneumoconioses qui sont reconnues en tant que maladies professionnelles. Ça ne nécessite pas nécessairement une biopsie pulmonaire pour le diagnostic. Donc, si l'exposition à la silice est avérée et que la présentation clinique est typique, mais souvent, il va falloir mettre en évidence quand même les cristaux de silice, mais ça ne sera pas une biopsie pulmonaire, ça va être une biopsie ganglionnaire. Souvent, soit des biopsies bronchiques, soit dans lesquelles exceptionnellement on mettra en évidence de la silice, mais le plus souvent, ça va être une biopsie ganglionnaire qu'on obtiendra maintenant sous écho-endoscopie. Concernant le pneumothorax spontané idiopathique, quels sont les items exacts? C'est une maladie avec une prédisposition familiale? Non. Il y a des maladies génétiques qui peuvent favoriser des pneumothorax, mais le pneumothorax spontané idiopathique, par définition, il n'a pas de cause. Le plus fréquent, c'est juste les masculins longiligne, oui. Il peut se traiter par surveillance simple, oui. Donc ça, il faut que le pneumothorax ne dépasse pas 3 cm d'écollement. C'est une contre-indication à la plongée sous-marine, on l'a vu, et ça récidive dans au moins 30% des cas après un premier épisode, et plus on récidive, plus le risque de récidive ultérieure est important. C'est pour ça qu'on considère qu'au-delà de la première, une fois qu'on récidive une fois, une indication à une symphysie orale. Concernant le nodule pulmonaire, en faveur de son caractère bénin, c'est une taille inférieure à 1 et non pas 3 cm. Contour polylobé, c'est plutôt suspect. Le nodule entièrement calcifié, ça c'est rassurant. Sa tonalité lipidique, quand il y a de la graisse dedans, ça va être un amartome. Donc ça, c'est plutôt en faveur de quelque chose de bénin. Et à partir du moment où ça fixe au TEP, évidemment, c'est suspect, en sachant qu'un nodule de moins d'un centimètre peut ne pas fixer au TEP scan et pourtant être un cancer. Parmi les propositions, lesquelles font partie des quatre principales de toux chronique isolé, le reflux gastro-œsophagien, la rhinosinusite chronique, les médicaments, notamment les inhibiteurs de l'enzyme de conversion à moindre degré, les ARA2, les sartans, insuffisance cardiaque. C'est pas une toux chronique isolée. Si on a une insuffisance cardiaque, on va avoir d'autres signes d'insuffisance cardiaque, une diverticule deuxième quart. C'est la toux chronique et si on en mettait quatre de principales causes, ça va être l'asthme ensuite. D'accord. Quels sont ceux qui correspondent donc qui sont les critères d'un trans-SUDA? Donc un trans-SUDA, c'est moins de 25 grammes par litre de protéines. Une cytologie avec peu d'éléments. Ça peut être lié avec une cirrhose. Ça se voit dans les embolies pulmonaires. Dans les embolies pulmonaires, ça peut être aussi bien des trans-SUDA que des ex-SUDA. Concernant le chien de vrai, on revient sur le chien. Donc le chien de vrai, c'est pour le coup une communication anatomique vasculaire entre la circulation pulmonaire droite et la circulation pulmonaire et entre la circulation pulmonaire et la circulation systémique, donc entre soit un shunt intracardiaque entre les cavités cardiaques droite et les cavités cardiaques gauche avec du sang veineux qui passe direct de la droite à la gauche sans passer par la circulation pulmonaire. D'accord, donc ça peut être lié à un foramen ovale perméable. Ça se corrige en général mal avec une oxygénothérapie. Ça peut être expliqué par une malformation artérielle, artério-veineuse pulmonaire, où en fait, dans le poumon, il y a une malformation qui fait qu'il y a du sang artériel pulmonaire qui
repart dans les veines pulmonaires, dans une veine pulmonaire sans passer par les capillaires et donc sans s'oxygéner au niveau des alvéoles. Euh, il peut être détecté par une échographie cardiaque avec épreuve de contraste. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, souvent, ça va être une échographie avec des bulles d'air qu'on va créer au sein du liquide qu'on injecte, qu'on fait passer dans la circulation. Et donc, on va voir passer les bulles du côté droit vers le côté gauche, à travers soit à travers un foramen ovale perméable ou une communication interventriculaire, soit via la circulation pulmonaire. Normalement, si vous mettez des bulles d'air et qu'elles passent dans le poumon, elles sont bloquées dans les capillaires pulmonaires, elles se dissolvent au niveau des capillaires et elles reviennent pas dans le cœur. Donc, s'il y a un shunt, en général, c'est des vaisseaux dilatés. Si on a un shunt intrapulmonaire, comme dans les malformations artério-veineuses, bah, c'est des vaisseaux qui sont dilatés. Et donc, les bulles, elles arrivent à passer à travers le poumon et à revenir du côté du cœur gauche. Donc, on voit arriver les bulles après quelques mouvements cardiaques. Vous allez d'abord voir les bulles passer dans le cœur droit, disparaître, et après quelques mouvements, apparaître du côté gauche, dans l'oreillette gauche. Est-ce que je peux expliquer pourquoi dans l'embolie pulmonaire, on a soit un exsudat, soit un transsudat? Non, je ne peux pas vraiment l'expliquer, c'est comme ça, c'est un fait. Soit parce que y a des problèmes de pression hydrostatique, soit c'est l'inflammation au niveau de la plèvre ischémiée qui crée cet exsudat. Voilà, je peux pas en dire plus. Le bilan initial du cancer bronchique. Qu'est-ce qui vous oriente vers un syndrome paranéoplasique? Douleur des quatre membres, syndrome de Kerr-Marie-Foy, souvent des tuméfactions des articulations. L'hypernatrémie, non, ça va plutôt être le SIADH, donc ça va être une hyponatrémie, la sécrétion inappropriée d'ADH. Le Cushing, absolument, ça se voit. Une faiblesse musculaire à la mastication, ça c'est le syndrome de Lambert-Eaton, pseudomyasthénique. L'hémoptysie, c'est pas paranéoplasique. Concernant le bilan d'extension d'un cancer bronchique non à petite cellule qui se présente avec une tumeur isolée de 4 cm dans le lobe supérieur droit sur le scanner, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire une imagerie cérébrale avec injection, ok. Vous allez évaluer l'extension ganglionnaire par un TEP scanner, ça oui, toujours. Puisque vous pensez que potentiellement le patient va être opérable. La TDM abdominale, elle est recommandée. Bon, je vais dans le TEP. Oui, elle est recommandée. Il faut au moins avoir un scanner abdominal haut pour pouvoir voir le foie et les surrénales. La scintigraphie osseuse, elle n'est pas recommandée. Maintenant, on fait des TEP scanners. Le scanner thoracique doit être injecté en l'absence de contre-indication. Oui, c'est important, notamment pour le chirurgien et pour bien distinguer les ganglions. Voilà, dans le cadre du bilan préopératoire. On a fait le tour, je crois. Vous n'aviez pas vu passer d'autres questions? Est-ce qu'on a répondu à toutes vos interrogations sur ces dossiers? Si vous avez d'autres questions qui vous chagrinent, c'est le moment.